Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle année, tout le monde, une belle année 2019. Et puis je vous souhaite de la santé, mais la santé dans tous les sens du terme, autant physiquement que psychologiquement, que spirituellement. Je pense que c'est tout lié ensemble. J'ai été absente un certain temps, je m'en excuse. C'était pas voulu. J'ai eu une malchance avec une vidéo que j'avais prévue pour ma fête, parce que j'ai célébré mon 23e anniversaire de vie. Et puis j'avais prévu faire une vidéo 23 faits sur moi, avec quelques petites anecdotes assez ludiques et amusantes. Mais j'ai jamais réussi à télécharger ma vidéo sur YouTube parce qu'elle coupait après 35 minutes. J'ai essayé plusieurs choses, mais ça fonctionnait jamais. Et puis moi, je fais confiance en la vie. Fait que si ça n'a pas marché 2-3 fois, c'est parce que je suis pas censée l'uploader. Je suis pas censée mettre ça sur les internets. Alors, voilà, la vie ne voulait pas. Donc, aujourd'hui, je prépare une vidéo qui va être divisée en 2 parties parce que j'ai appris ma leçon. Donc, ça va être mes lectures de l'année 2018. Je vais faire un review de tous les livres que j'ai lus, plus ou moins, avec mes commentaires et puis un peu de l'histoire en fait, là, pour vous donner envie ou pas envie de lire un livre, tout dépend. Donc voilà, ça va être en 2 parties. Donc aujourd'hui, c'est ma première partie et puis la deuxième partie va être sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine. C'est sûr que cette année, de janvier à avril, j'étais encore à l'université, puis je faisais mon programme en lettres et langue française, donc j'avais beaucoup de cours en littérature. Donc j'ai lu beaucoup de livres qui étaient pas des lectures personnelles. Je voulais pas nécessairement toutes les présenter parce que des fois, c'est souvent des lectures un petit peu plus poussées puis tout ça. Mais il y a quand même 2 œuvres que j'aimerais vous présenter dans mes lectures scolaires que j'ai appréciées puis que je crois pourraient plaire à certaines personnes. Je voulais aussi dire que dans le fond, comment mon processus de lecture ou de choix de lecture se fait. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que je suis méticuleusement, encore là, c'est un gros mot, là, mais je suis une liste des 100 livres à lire qui a été publiée par BBC, je crois, il y a quelques années. Elle a été critiquée par certains parce que certains croyaient qu'elle était un petit peu plus basée sur, mettons, les best-sellers ou ce qui était vraiment plus populaire. Mais selon moi, je trouve qu'il y a quand même un bon mix entre les classiques et des lectures un petit peu plus populaires ou récentes. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime. Donc j'ai une deuxième liste avec d'autres livres que j'aimerais lire. Donc une fois de temps en temps, je vais piger dans cette liste-là à la place. Et puis, en plus de ça, je suis donc une cliente assez régulière des librairies. Donc j'y vais aussi avec ce qui m'attire ou ce qui me parle. Et puis aussi j'y vais avec les recommandations des gens que je connais pour ça. Et aussi comment je me souviens de tout ce que j'ai lu. Oui, je sais, c'est une bonne question. Eh bien en fait, c'est que j'écris des fiches de lecture depuis environ 3 ans. Et oui, je sais, j'ai l'air folle, mais c'est pas grave. Et puis là, pour la vidéo, j'ai 22 livres à présenter. Donc, il va y en avoir 11 dans cette première vidéo et 11 dans la deuxième vidéo. Ouh, je sais compter, youpi! Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le premier livre parce que déjà, je suis essoufflée, ça va bien. Donc, j'ai commencé l'année 2018 avec une lecture que je vous ai déjà présentée. J'ai commencé l'année avec La voleuse de livres de Marcus Zusak, que j'ai présenté dans mon vidéo de livres préférés, mon top 5. Donc, bien évidemment, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je l'ai déjà présenté. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un roman historique sur l'histoire d'une jeune Allemande qui va aller vivre chez des parents adoptifs pendant la Deuxième Guerre et puis qui va se lier d'amitié avec un juif qui va qui va être pris en charge par ses parents-là pour l'aider. Et puis cette jeune fille vole des livres parce qu'elle aime lire. Donc, je vais mettre le lien dans la biographie, là, les informations en bas. Je vais mettre le lien pour cette vidéo-là si vous voulez voir un petit peu plus en profondeur comment je l'ai perçu, ce livre-là, puis ce que j'en pense réellement. Deuxième livre que j'ai lu en 2018,
c'est un recueil de poésie, c'est Milk and Honey de Rupi Kaur. Et je m'excuse si je dis pas ça correctement. Donc, je l'ai lu en anglais dans sa langue originale. Il a été publié en 2014. Et Rupi Kaur est canadienne d'origine indienne. C'est un recueil de poésie, mais aussi d'illustrations qui ont été faites à la main par l'auteur. Donc, il y en a un petit peu partout à travers le livre. Je sais pas si vous voyez ce que je viens de vous montrer là, en tout cas. Le livre est divisé en 4 chapitres avec une thématique chaque qui sont en lien avec ce qu'elle a vécu. Donc, la première partie, je les ai notées, c'est The Hurting, The Loving, The Breaking, The Healing. Donc, ça parle d'amour, de perte, de violence, de maltraitance, de féminité aussi beaucoup à la fin, de beauté, de douleur, bref, de plusieurs choses. C'est vraiment un beau livre. Je l'ai lu en une journée, là, tu sais, vraiment. Mais c'est ça aussi ce qui est intéressant avec un recueil de poésie, à mes yeux à moi, c'est que tu peux autant lire un poème en tant qu'œuvre d'art à part entière, mais tu peux aussi lire le recueil de poésie en tant en tant qu'œuvre d'art en part entière aussi. Donc, c'est, je crois, 2 types de lecture, mais c'est un livre qu'on peut y revenir quand on se sent plus ou moins bien. C'est comme une lecture de comme un long fleuve tranquille. Un long fleuve tranquille. Puis je dirais que oui, ça fait du sens de lire tout d'un coup parce qu'il y a quand même une histoire, une grande histoire d'amour de l'auteur avec elle-même, je pense. Et puis aussi, je veux aussi dire que moi, quand je l'ai lu, je crois que la version française, la version traduite en français, était pas encore sortie, mais maintenant elle l'est, donc c'est Lait et miel. Ils sont restés très fidèles. Donc c'est Lait et miel, il est disponible en français, mais selon moi, c'est pas un livre difficile à lire en anglais non plus. Donc si vous avez des petites bases, je pense que ça vaut la peine, surtout en poésie, de lire l'œuvre dans sa version originale. Et ça, c'est personnel. Troisième livre que j'aimerais vous présenter, c'est un livre que j'ai lu dans un cours universitaire de littérature française. Voilà, mais je l'ai vraiment aimé. Je sais pas comment exprimer ce que j'ai vécu avec ce livre-là. Je suis comme tombée un peu en transe, en tout cas, c'est vraiment weird. Mais c'est Le Ravissement de Lolvé-Stein de Marguerite Duras. Donc, bien évidemment, c'est un livre qui a été écrit en français et publié en 1964. L'histoire de Lolvé-Stein, c'est... Oh my god. C'est l'histoire d'une femme qui vit une douleur, une blessure amoureuse, une rupture amoureuse vraiment déchirante. L'homme qu'elle aime choisit une femme devant elle pendant une soirée et va se marier, quitter sa ville natale, avoir sa famille et puis va revenir dans sa ville natale et va retrouver son ami d'enfance, son ami de l'époque et va entretenir une liaison avec un homme qui est l'amant de son ami. C'est un cycle. Par contre, l'histoire n'est pas racontée du point de vue de Lolvé-Stein, il est raconté du point de vue de son amant. Et puis, le narrateur, narration je de l'amant, qui raconte l'histoire de Lolvé-Stein, mais qui va aussi mentionner qu'il n'a pas accès à beaucoup de faits ou à beaucoup d'éléments dans son récit, donc qui est obligé de les inventer, de les imaginer. Donc, on est conscient quand on lit son livre que c'est la version de l'amant par rapport à Lolvé-Stein. Je sais pas si ça a été clair, je sais pas si c'est vendeur, mais en tout cas, c'est ça. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui est insaisissable, mais plus loin que ça, c'est une femme qui est à la limite vide, transparente, complètement perméable aux idées reçues. Donc, elle va devenir les autres, elle va perdre son identité, elle va faire des genres de psychose, ou je sais pas, elle va comme perdre un peu le contact avec la réalité. Et c'est ça qui m'a un peu envoûtée dans ce roman-là. Je sais pas, je suis tombée en transe en le lisant. Les personnages font aucun sens, mais en même temps, c'est fascinant. Et Marguerite Duras disait
c'est un mood différent, c'est une lecture vraiment différente. Tu sais, c'est pas genre Harry Potter que ça commence pis il y a une quête, et il y a un dénouement, tu sais. Ça, c'est vraiment pas ça, c'est juste comme un segment de sa vie, puis il y a pas vraiment de suite. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que c'est un récit par rapport à un événement X. J'aime beaucoup ce genre de livre-là, tu sais, comme un événement tellement perturbateur dans la vie du personnage qui la chamboule, la change du tout au tout. Ça m'intéresse beaucoup, j'aime ça. Je trouve que c'est un bel exercice d'écriture. Quatrième livre que j'aimerais vous présenter, c'est aussi c'est le deuxième livre dans le fond que j'ai découvert grâce à mon cours de littérature. Et c'est aussi le livre sur lequel j'ai travaillé pendant ma session pour mon travail d'analyse de roman. C'est donc L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. C'est un nom d'auteur. Bien évidemment écrit en français, puisque c'est dans mon cours de littérature française. Ça a été publié en 1968. Et Marguerite Yourcenar est la première femme élue membre de l'Académie française. Elle a été élue en 1980. Marguerite Yourcenar a aussi gagné le prix Femina en 1968. Puis elle a été connue pour son roman L'œuvre au noir, mais aussi Mémoires d'Adrier, qui est un autre livre très populaire de Marguerite Yourcenar. Mais elle a écrit une panoplie de livres. Je l'ai découvert dans le cadre de mon cours. Dans le fond, on devait choisir un livre. On avait des propositions de romans. Moi, dans le fond, ce que je voulais, c'est un roman écrit par une femme. Et dans les sujets qui m'intéressaient le plus, c'était la quête spirituelle ou des vies d'hommes ou de femmes dans la recherche du sens de la vie, si on veut, un peu à la Siddhartha, là, quelque chose comme ça. Parce que c'est toujours des romans qui m'intéressent énormément. Donc, Le Faux Noir semblait l'œuvre tout indiquée pour ma personne. Donc, L'œuvre Noire raconte l'histoire de Zénon, qui est un alchimiste et médecin du 17e siècle. Du 17e siècle, donc juste au moment où le virage vers la Renaissance se fait dans l'histoire en Europe. Et puis, il va être un acteur clé, il va voyager à travers le monde pour élaborer ses connaissances et toujours en quête de spiritualité, de genre d'éveil, de la sagesse, là, bref, tout ça. Et ça va être, son histoire à lui. Voilà, jusqu'à sa fin. J'ai vraiment apprécié aussi lire cette version-ci parce que j'ai accès au carnet de notes de l'auteur. C'était une personne méticuleuse, rationnelle. Elle cherchait toujours de la justesse dans son écriture. Le titre, en fait, L'œuvre au noir, est la première étape dans le grand œuvre en alchimie, donc pour créer la pierre philosophale, qui est comme l'atteinte ultime, le but ultime des alchimistes. Donc l'œuvre au noir serait la première étape, donc la dissociation de substances par procédé chimique. Et puis Marguerite Yourcenar a fait un lien très près avec son personnage qui va réussir l'œuvre au noir, mais qui aussi réussira à se dissocier de ses préjugés, de la substance, si on veut, qui nous empêche d'être la personne élevée qu'on devrait être. Donc, de se dissocier des préjugés, des attentes et des suppositions, bref, tout ça. Donc, il y a un grand lien à travers le roman entre sa recherche plus concrète dans l'alchimie et sa recherche spirituelle. C'est une lecture que j'ai trouvée vraiment difficile au début. J'ai été un peu désarçonnée. Beaucoup de... c'est une langue soutenue, bien entendu. C'est une grande écrivaine. C'est très philosophique, intellectuel. Il y a énormément de références culturelles. C'est aussi dans un temps... une époque qu'on connaît peu. Donc c'est assez difficile à lire au début, mais on s'habitue vraiment vite. Et tranquillement, pas vite, ça s'en va vers un discours qui ressemble à ce qu'on connaît, nous,
encore aujourd'hui parce qu'on se questionne encore sur les mêmes choses ou approximativement les mêmes choses. Donc, très vite, ça revient à un discours qu'on connaît, c'est juste qu'il est dans un décor différent. Et je dirais aussi que c'est un livre qui invite le lecteur à discerner le vrai du faux dans le roman. C'est comme s'il y a des faux personnages qui feignent la vertu, la sagesse. Puis dans le fond, c'est comme si Marguerite Yourcenar nous invitait à les déceler rapidement puis se dire « Ok, ça c'est un discours qu'on va entendre souvent, qui est un faux semblant de sagesse. » Donc elle fait réfléchir le lecteur, ce qui est vraiment intéressant. Ce que j'aime aussi beaucoup de ce roman, c'est qu'il y a un grand rapport avec le corps, l'esprit et l'âme. Même elle, dans son carnet de notes, elle inscrit que quelqu'un avait réfléchi au fait qu'il y a 3 parties dans le roman. Sa vie errante, sa vie immobile et la prison. Donc, c'est comme si c'était les trois instances, donc le corps, l'esprit et l'âme, qui sont davantage travaillées dans une section ou dans une autre. Donc, c'est une des analyses possibles de faire avec le livre. Le 5e livre que j'ai lu cette année, c'est L'enfant perdu d'Elena Ferrante. Je l'ai pas avec moi parce que ma mère est en train de le lire. Elle termine la saga, elle aussi, elle va faire le deuil de Léno et Lila. J'en ai parlé dans ma dans la vidéo sur mes 5 livres préférés. Je présentais L'Amie prodigieuse en tant que saga. Donc, L'enfant perdu, c'est le 4e tome de la saga. Le 4e est le dernier. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais dans L'enfant perdu, on a enfin la réponse à l'épilogue du début. Donc, la disparition de Lila quand elle a environ 65-66 ans. Donc, on a un peu réponse à ça. Et puis, c'est la fin, c'est la maturité. Et puis, c'est à la hauteur de mes attentes, je dois dire. Le roman, je trouve qu'il commence lentement. C'est une continuité du 3e. Mais au tiers, là, il arrive de quoi, là? Puis c'est comme un coup de poing d'en face. Et là, c'est comme si, je sais pas si tout le monde a réagi de même, je sais pas, ou c'est juste moi, hein, j'ai aucune idée. Mais c'est comme si, pour moi, tout avait fait du sens à partir de ce moment-là. C'est comme si tous les livres amenaient à ce moment. Donc me revoilà. Surchauffage, c'est un problème. J'étais en train de parler du moment épique. On voit à quel point Elena Ferrante avait prévu son coup du début. Elle savait comment elle allait terminer ça. Et tous les personnages, et surtout Lila, fait du sens à travers ce 4e livre. Il y a un type de karma, un type de blessure karmique, bref, qui lie la vie dans ce roman-là, qui m'a vraiment bouleversée, je sais pas. On boucle la boucle, comme on dit. Hein? Donc, toujours les mêmes thèmes, ou presque, les secrets, la vérité, la trahison, l'amitié, l'amour, la perte, énormément aussi dans ce roman-là. Le 6e livre que j'ai lu cette année, c'est Madame Bovary de Flaubert, Gustave Flaubert. Donc, livre écrit en français et publié en 1857. Roman épique, je dirais, et puis qui était souvent mentionné dans mes cours de littérature, mais je n'avais pas Flaubert au programme. Alors je me suis dit, je vais le lire de par moi-même. Puis j'ai vraiment bien fait parce que j'ai vraiment apprécié ce livre-là. Oui, il y a des livres que j'ai moins appréciés, vous allez voir. C'est un roman réaliste, donc le courant du réalisme français apparaît dans ces années-là en réponse au romantisme. Et donc arrive le courant réaliste qui se veut réaliste. Donc Flaubert écrit l'histoire d'Emma qui va marier Charles Bovary, un médecin. Et Emma rêve d'une vie extraordinaire, une vie romantique, une vie vraiment optimale. Et puis va aller vivre en province avec son mari et va être excessivement déçu d'à peu près tout dans sa vie. C'est un désespoir, un ennui mortel. Et puis va trouver amant. Elle va avoir 2 amants dans son roman et les 2 amants vont s'avérer décevants. Donc
C'est la désillusion totale d'une femme avec de grandes attentes. C'est dur de raconter cette histoire-là de même, parce que ça a l'air de rien, mais c'est comment c'est raconté, puis à quel point il y a des détails, à quel point on entre dans son univers à Emma, puis pour vrai, il y a beaucoup de gens qui critiquent, mettons, les hommes qui écrivent des personnages de femmes, puis qui essaient de se mettre dans sa peau. Le thème de la femme adultère revient énormément. Puis c'est vrai que je suis mitigée, c'est vrai. Mais dans ce cas-ci, j'ai pas vraiment ressenti que c'était un homme qui le racontait. C'est sûr qu'il y a énormément de passages un petit peu plus difficiles à lire parce qu'il est en rapport avec, bon, le siècle du roman, le 19e siècle, mais à travers ça, c'est comme si, à travers cette époque-là, ressurgit un discours qu'on entend encore aujourd'hui de plein de femmes. C'est vraiment impressionnant. Et puis, c'est aussi impressionnant de voir à quel point avoir écrit ça dans ces années-là, c'était un scandale éhonté. C'est sûr que, bon, Flaubert a été poursuivi pour la publication de Madame Bovary. Lui et ses collègues ont eu un procès pour immoralité et obscénité, je crois, là, quelque chose comme ça, pour plusieurs scènes dans le roman. Ça l'a fait énormément jaser dans le temps. Finalement, il a été acquitté et le roman a encore plus pris d'ampleur. Flaubert a pris 5 ans pour écrire son roman, puis ensuite de ça, il a fait plusieurs modifications. C'était un homme vraiment méticuleux. Le méticuleux revient beaucoup dans cette vidéo aussi, voilà. Et dans ma version à moi, j'ai vraiment accès à beaucoup de détails sur « Oh, ce mot-là avait été changé, ce mot-là a été rayé. » J'ai même des images de feuilles écrites à la main, de feuilles écrites à la main, sur le travail de Flaubert. Donc, c'est dans les premiers romans où on veut simplement décrire la vie provinciale, décrire la vie ordinaire des gens. Donc, toujours et encore de la difficulté avec la caméra. Madame Bovary. Bonjour, madame. Je suis en train de dire que ça faisait différent des légendes, des mythes, des vies extraordinaires et tout ça. Donc, on s'attarde à l'humain ordinaire. Car il a quelque chose à raconter. On continue, on avance parce que sinon je vais prendre 10 ans. Bon. Et là, ensuite de ça, j'ai lu Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour. Et c'est vraiment un drôle d'hasard parce que ça a vraiment un lien avec Madame Bovary. Ce roman-là, j'en avais pas du tout entendu parler de ce roman-là. Je connais pas l'auteur. J'étais simplement dans une librairie. Et puis, j'ai lu la 4e de couverture qui m'a attirée. C'est juste une citation avec un petit texte court. Il n'y a aucun résumé du livre. J'avais aucune idée dans quoi je me lançais. Mais il m'a attiré. Puis moi, dans la vie, je crois qu'on choisit les œuvres pour un sujet X, pour comprendre quelque chose. Donc, ça a été écrit en français. Ça a été publié en 2017. La personnage principale s'appelle Emma. Comme Emma Bovary. Et bien entendu, c'est une femme en ménage qui n'est pas nécessairement très heureuse. Tu sais, elle est ambivalente. C'est correct. Et elle va rencontrer dans un bar, une brasserie, un homme. En fait, elle va juste le voir, le regarder. Ça va être comme le coup de foudre. Puis, à un moment donné, ils vont se dire, on se réunit à tel temps, puis on laisse tout derrière nous. Il y a un bon punch en plein milieu du livre. Je m'attendais pas à ça là, en lisant. J'étais comme ok, comme ça s'en va où? Puis finalement, il nous a eu, mais ça n'a pas été ma lecture de l'année, ça. Je m'explique. Est-ce que l'auteur écrit ça pour comme un peu dénoncer ce genre de vie-là ou est-ce qu'il l'explique? C'est pas clair. J'ai pas vraiment ressenti que je m'attachais au personnage. Elle laisse son mari comme ça, tout seul. Elle laisse ses enfants. Elle donne pas vraiment de réponse à part qu'elle a un sentiment inexplicable pour cet homme. On comprend pas nécessairement ses motivations. Mais le karma la rattrape d'une certaine manière. Ça peut être ça le propos. C'est ça l'affaire. J'ai aucune idée c'est quoi le propos. Je suis un peu ambivalente. Il y a des gens qui ont tripé sur ce livre-là, puis il y en a qui l'ont pas du tout aimé. Et il y a aussi qu'à travers le roman, on y insère des extraits
du conte de la chèvre de Monsieur Séguin. Je sais pas comment appeler ça, mais c'est ça, c'est le conte de la petite chèvre de Monsieur Séguin. Bon. Alors, est-ce qu'elle est la chèvre? Puis elle est égarée, puis elle va se faire fourvoyer? Est-ce cela? On se questionne. 8e livre à présenter aujourd'hui, c'est La vérité sur l'affaire Harry Quebert de Joël Decker. Tout le monde qu'on parle de ce livre, la vérité sur l'affaire, là, Harry Quebert, là, Quebert. C'est un auteur suisse. Alors, je crois bien que le livre a été écrit en français d'abord et avant tout. Oui, donc voilà. Et il a été publié en 2012. Il a gagné la même année le Grand Prix du roman de l'Académie française et le prix Goncourt des lycées. C'est un jeune auteur, my god, né en 1985. Il est jeune. Et c'est un roman policier et c'est un excellent livre. J'ai vraiment aimé l'histoire, j'ai aimé la proposition, j'ai aimé la façon dont c'est raconté, j'ai aimé la fin. Donc voilà, j'ai aimé énormément ce livre. L'histoire. En fait, c'est l'histoire de Marcus Goldman, qui est un écrivain, et qui va enquêter sur la disparition d'une jeune fille il y a plusieurs années. Parce que son ami et professeur d'écriture, disons, son tuteur, et ça va bien mes mots, hein? Je vais pas en dire trop parce qu'il y a tellement de personnages, il y a tellement d'éléments, mais bref, un jeune écrivain qui écrit sur cette affaire-là de la jeune fille qui est disparue pour protéger, innocenter son ami. Puis ça va s'avérer un petit peu plus compliqué que ce qu'il avait prévu. Dans le roman, à chaque début de chapitre, il y a un incipit qu'on appelle, un petit paragraphe. Et c'est toujours des leçons que Harry donne à Marcus sur la vie, sur l'écriture, sur les livres. C'est vraiment très très bien écrit. C'est pas juste un roman policier froid. On s'attache aux personnages, les personnages sont colorés. Il y a une belle narration. Mais c'est comme si il y avait des livres entrecoupés. C'est comme si on lit le livre qu'il écrit avec le présent, avec le passé. Donc il y a beaucoup de chronologie qui s'en va dans tous les sens. Donc c'est ça, il y a une mise en abîme avec le roman et le roman que Marcus écrit à l'intérieur. Donc comme j'avais expliqué un petit peu dans ma première vidéo. Il y a énormément d'éléments de surprise à travers le roman. À chaque fois qu'on finit un chapitre, on peut pas s'empêcher de juste continuer. C'est vraiment enlevant. C'est mon père qui me l'a conseillé d'ailleurs, si vous vous demandez de où est-ce que ça sort ce livre-là. Je suis pas une personne qui lit énormément de romans policiers, mais quand j'en lis un, je suis comme pas arrêtable. Faut vraiment que je sache c'est quoi la suite. Mais c'est un roman qui est un peu comme triste à finir parce qu'on s'attache vraiment. Il y a plusieurs autres romans après celui-là, sont un petit peu plus mitigés. En tout cas, mais je vais les lire, c'est sûr et certain, parce que je trouve qu'il est vraiment un très très bon auteur. Il écrit vraiment très bien, c'est des phrases qui coulent bien, c'est une langue qui est standard à soutenu, mais tellement fluide qu'on s'en rend pas compte. Et aussi, je trouve que l'affaire avec les romans policiers que je trouve qui est le pire piège, c'est les fameux clichés. C'est un genre très particulier, les romans policiers, un peu comme les romans de romance. Les romances sont aussi très genrées. Je trouve que dans ce roman-ci, il n'y en a pas beaucoup de clichés. C'est pas genre l'enquêteur policier un peu froid et qui couche d'un bord puis de l'autre, un petit peu dépressif, là. C'est pas lui. Fait que moi, j'étais bien contente. Donc voilà, puis je trouve qu'il y a des très très belles phrases, des belles petites leçons bien mises là-dedans. Le suivant, Le tueur aveugle de Margaret Atwood. À date, ça a été le best. Margaret Atwood est une de mes auteurs préférées en ce moment. J'étais un petit peu captivée par elle. Donc, ce roman-ci, Le tueur aveugle, a été écrit en anglais et publié en l'an 2000 par Margaret Atwood, qui est canadienne-anglaise. Et puis, l'histoire. C'est l'histoire d'Iris qui raconte sa vie.
à sa petite fille sous forme de lettres. Elle raconte son enfance qu'elle a vécue avec sa sœur Laura, qui est une jeune fille un peu marginale, un peu spéciale, différente du moins, et qui s'est suicidée très jeune et qui a laissé derrière elle un manuscrit qui est devenu un livre très populaire et elle a été encensée à partir de ce moment-là. Et donc, elle raconte sa vie et raconte la vie de sa sœur, l'auteur, de façon à révéler certains secrets de famille. Et à travers cela, on a le roman en tant que tel, le roman que Laura a écrit. Donc, dans le roman que Laura a écrit, c'est l'histoire de deux amants qui se rencontrent dans une salle, une chambre, bref. Et cet homme raconte l'histoire du tueur aveugle. Et le tueur aveugle, c'est l'histoire d'une planète un peu étrange, un monde complètement inventé, où il y a des jeunes garçons qui se font aveugler, ils sont aveugles, et qui sont des tueurs machines. Et il va sauver une jeune vierge qui est censée se faire sacrifier, et puis ils vont se sauver ensemble. Bref. C'est ça approximativement. Comment expliquer? C'est la narration qui est vraiment difficile dans ce roman-là. J'ai eu de la difficulté à rentrer dans le roman, parce que la narration, c'est pas genre bien identifié, voici on est rendu où dans la mise en abîme. C'est vraiment comme un gros roman, comme l'histoire d'Iris à 80 ou je sais pas quoi, qui raconte son histoire. Après ça, t'as Iris jeune avec sa sœur. Après ça, t'as le livre des deux amants qui sont dans une chambre, puis que le gars, il raconte une histoire. Puis t'as l'histoire du tueur aveugle. Fait que ça devient compliqué. À chaque fois que tu lis jeu, t'es comme, ok, c'est qui jeu? Ok, puis là, t'es comme à la recherche de l'indicatif du jeu. Mais ça se fait à la longue. Plus tu persévères, plus tu deviens comme vite à reconnaître. Il y a un style d'écriture pour chaque personne. Ça devient très facile de reconnaître où le rythme il se fait. Puis ça vaut le coup. Donc si vous connaissez pas Margaret Atwood, c'est elle qui a écrit La Servante écarlate, qui est un roman que j'ai lu et que j'ai vu la série que j'ai adoré. Donc vous pouvez savoir à quel point genre cette personne-là a un imaginaire assez incroyable, une rigueur aussi là, dans son écriture, dans son processus d'écriture. Elle a toujours une façon de narrer qui est vraiment intéressante. Elle a une langue soutenue, mais qui se lit bien. C'est juste que c'est vraiment très contemplatif, c'est très poétique, philosophique, à travers beaucoup d'actions. Et il y a souvent des éléments, soit justement dystopiques dans le cas de La Servante écarlate. Ici, il y a des éléments de science-fiction dans Le tueur aveugle, le roman dans le roman dans le roman. Et aussi, ben, j'ai lu qu'on fait beaucoup de parallèles dans Le tueur aveugle avec le style roman gothique des années 1800. Parce qu'elle reprend des éléments très clés du courant de l'époque, tels que le manoir vide. Les deux jeunes filles vivent dans un genre de une grosse maison, limite château, très justement du style gothique. Et il y a certains éléments très sombres. C'est relativement sombre comme roman, justement c'est glauque, il y a une pesanteur. Et il y a aussi le concept de la hantise qui est très présent dans ce roman-ci. Moins présent que dans les romans gothiques de l'époque, mais Iris est littéralement hantée par le passé, par les secrets qui n'ont jamais été révélés, qu'elle va révéler dans cette lettre-là. Le fait d'entrechasser toujours toutes les histoires, puis qu'il y a seulement une de ces personnes-là qui est encore en vie, tous les autres personnages sont morts, ça crée un genre d'effet qu'elle est hantée par ces personnes-là encore aujourd'hui, puis qui vivent encore avec elle à travers sa hantise, bref. Tout le côté de ce qui est caché, le paraître, bref, tout ça. C'est vraiment un roman qui est complexe, qui est complet, qui capture la réalité, les vraies choses. C'est aussi quand même assez incisif comme genre d'écriture. Elle exploite les thèmes du sacrifice, du mensonge, de la trahison, de la famille. Margaret Atwood, s'il vous plaît. Il faut le lire, il faut lire Margaret Atwood, s'il vous plaît, ok? 10e roman, donc il m'en reste 2, lâchez pas. C'est Princess Bride de William Goldman, qui était un des livres que j'avais sur ma liste des 100 livres à lire. Donc ce n'est pas du tout un livre que j'aurais lu normalement. C'est un roman fantastique.
Je retourne aux sources parce que quand j'étais jeune, je ne lisais presque que du fantastique. Je capotais là-dessus ben raide. Moi et les Chevaliers d'Émeraude, c'était genre un amour infini. Donc, ce roman-ci a été publié en 1973, ok? En anglais. C'est une version abrégée du roman de l'auteur Morgenstern, qui est un auteur florin. Et puis lui, Monsieur Goldman, se faisait raconter cette histoire-là par son père. Et ça restait toujours son histoire favorite. Puis à un moment donné, quand son fils a eu l'âge, il s'est dit, je vais te la raconter. Puis là, il cherchait une version. Puis là, il s'est rendu compte que l'histoire était comme un peu morte. Puis il s'est dit, faut que cette histoire-là soit racontée. Puis là, il a trouvé un roman. Puis là, il l'a raconté à son fils. Puis son fils trouvait donc qu'il y avait des moments plates. Fait que là, il s'est dit, on va faire une version abrégée. Voilà. Parce que dans le roman, Morgenstern raconte une histoire fantastique, très pleine d'aventures et de quêtes, des chevaliers, puis tout ça, bon. Et puis, à travers ça, il insère de longues tirades de, mettons, à un moment donné, je pense qu'il parle d'un arbre pendant comme 20 pages. Fait que c'est très indigeste comme genre de lecture parce qu'il y a des moments vraiment pleins de suspense, puis il y a des moments vraiment longs. Donc lui, il s'est dit, je vais juste couper les moments longs. Puis je vais faire un livre. Puis c'est devenu un film. Puis c'est devenu super populaire. Puis j'ai jamais vu ça. Bon. Dans l'histoire, il raconte, comment il en est arrivé à se dire qu'il allait couper tout ça, puis qu'il allait faire le livre. Et dans le livre, il y a aussi des moments où il s'est écrit comme en italique, puis il explique qu'est-ce qu'il a coupé, puis pourquoi. Donc c'est l'histoire de Bouton d'Or, qui est une jeune princesse assez exigeante. Et elle a un genre de servant, Wesley, qui est super en amour avec elle, puis pas elle. Puis par l'entremise des choses, ils se séparent. Et elle le croit mort. Parce qu'à un moment donné, elle tombe amoureuse de lui, c'est fait, c'est chose faite. Elle est amoureuse de lui, et là, après ça, ils se séparent et elle le croit mort, donc elle se fait organiser son mariage, puis tout ça. Et donc c'est l'histoire du jeune homme qui est en quête pour retrouver sa jeune dame, sa gente dame. Et il rencontre des personnages hauts en couleur à travers tout ça, dont un jeune homme qui veut venger la mort de son père, et un autre qui est très fort et très sympathique. C'est pas que c'est pas le fun, c'est que c'est plus pour les enfants, plus pour les jeunes. Je lirais ça genre à mon fils ou à ma fille, éventuellement. Ou à des petits enfants, bref, qui aimeraient les romans fantastiques. C'est un beau conte. Il y a vraiment l'élément de suspense, de narration. Il joue avec la narration beaucoup. C'est un vieux livre. Puis pourtant, je trouve que c'est assez actuel. Ben, pas actuel, mais comme c'est frais. Et c'est comme comique un peu. Donc, c'était très intéressant de le lire. Par contre, tu sais, c'est ça. C'est pas mon genre de lecture nécessairement. Mais bon livre à lire pour les enfants qui aiment les duels à l'épée, les genres d'énigmes, les quêtes, les sacrifices, c'est ton livre. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui dans cette première partie, et la suite sera la semaine prochaine, c'est Le Grand Cahier d'Agatha Christophe. Il a été écrit en hongrois et publié en 1986. C'est l'histoire de deux frères, Klaus et Lucas. Et ce sont deux jeunes jumeaux. Leur mère va les envoyer chez leur grand-mère parce que c'est la guerre. Elle n'a pas de nourriture, elle n'a pas de quoi les loger, les nourrir, etc. Donc elle les envoie chez leur grand-mère, qui est une vieille dame méchante et froide, et qui va un peu leur faire la vie dure. Les enfants vont écrire dans le grand cahier tout ce qui se passe dans leur vie, faire le récit de leur vie, mais ce sont des enfants étranges. Ils vont écrire comme si tout était dénué de toute émotion. C'est très 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 objectif, c'est très rationnel, c'est très logique. Il n'y a aucune connotation de bien, de mal, de joie, de malheur dans le roman. C'est un exercice vraiment très intéressant. Je m'effoire. Dans le fond, à un moment donné, comme les enfants vont dire grand-maman nous a dit que quand on se fait frapper, on devrait pas pleurer. Alors on se frappe jusqu'à temps qu'on ne pleure plus. Genre. Ils font juste dire ce qui est factuel.
mais ils sont très froids, limite cruels. Donc, les enfants vont avoir une réputation de petits garçons un peu violents, méchants, qui vont frapper les plus faibles ou avoir des comportements très réactifs. Il y a aussi que, dans le fond, ce roman-là, c'est une trilogie. Ensuite, il y a le deuxième roman qui s'appelle La Preuve et le troisième qui est le troisième mensonge. Je ne les ai pas encore lus, mais je compte les lire pour connaître la suite de leur histoire. C'est un roman, d'abord je veux spécifier qu'il y a des scènes où on suppose l'abus sexuel. Donc si c'est quelque chose qui est un sujet sensible pour vous, peut-être ne pas lire ce roman. Ce roman-ci a justement été très controversé. Il fait partie des grands classiques de la littérature contemporaine, mais certains le voyaient comme un livre avec des éléments pornographiques, parce qu'il y a beaucoup de sexualité avec des enfants. Mais c'est pas du tout le propos du livre, La question, c'est à quel point des enfants qui ont été justement abusés autant physiquement que mentalement vont après ça percevoir la vie. C'est un exercice de penser, se mettre dans leur peau, dans leur système de croyance, si on veut. Il est justement souvent enseigné à l'école parce que on se questionne beaucoup sur justement la violence, aussi peut-être même la maladie mentale, parce qu'on dirait quasiment qu'ils sont dénués d'émotions, qu'ils n'ont aucune conscience des conventions sociales, de ce qui est moral. Puis justement, il y a une question sur ce qui est moral. Il y a des fois où ils vont décrire quelque chose que nous, dans la société, on a considéré méchant ou mal ou sale. Puis de leur regard à eux, très objectif, c'est complètement correct. Donc, c'est aussi de se questionner sur ce qu'on considère normal, ce qu'on considère pas normal. Malgré le fait que c'est un petit roman, j'ai l'impression qu'il en arrive beaucoup de choses dans un petit roman comme ça. La fin est vraiment étonnante. Je l'ai dévoré, je dirais. Vraiment très, très, très intéressant comme roman. Donc, c'est ce qui fait le tour des 11 premiers livres de ma présentation de mes lectures de 2018. Donc, pour la semaine prochaine, on va entamer cette pile. Donc, ça va être la semaine prochaine, mais j'ai l'impression ça va aller plus vite parce que c'est juste des livres que je vous ai présentés là-dedans. Donc, voilà. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite une belle semaine parce qu'on va se voir la semaine prochaine. Et puis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous l'avez aimée, s'il vous plaît, appuyez sur like, appuyez sur le pouce. Et puis, commentez aussi votre lecture préférée de l'année. Parce que je veux le savoir. Et merci d'avoir vu ma vidéo qui va sûrement être très longue. Mais merci beaucoup. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir.